Didier, voilà. On va jouer maintenant au jeu du Quintet Plus. Tu connais les règles, je les rappelle peut-être. Moi, je les connais, mais on peut les rappeler. On peut les rappeler. Donc ici, en fait, on a 11 cartes disposées en 4-4-2. Et donc, je vais te demander, comme c'est le Quintet, de choisir 5 cartes de ton choix. Ouais. Et moi, après, je choisirai une carte, comme c'est le Quintet Plus, et on va pouvoir en discuter. On espère avoir un maximum d'anecdotes. Tu verras, il y a des cartes qui sont sympas, d'autres un petit peu moins. Donc, je te laisse prendre la première de ton choix. Mais je pense que dans ce jeu-là, comme tout le monde, la première qu'on va prendre, c'est le poste qu'on occupe. Donc, je vais prendre celle-là. Tu peux la retourner, Je peux la retourner à la caméra. La montrer. Ah, donc c'est un chien avec un drapeau hollandais. Pourquoi un chien avec un drapeau hollandais? Est-ce que ça te dit quelque chose dans tes souvenirs? C'est loin. Un chien avec un drapeau hollandais. Oui. Ça te dit rien? Non, là, comme ça ne me dit rien. Je pense que c'était en 87. Vous êtes parti faire un stage du côté de Breda. En Hollande, ouais. Exactement. Et il y avait à la conciergerie un chien qui était toujours là et qui avait l'air paisible. Mais en fait, à chaque fois qu'il y en a un de vous qui passait, il vous chopait. Il a chopé René Verskoren, qui était l'entraîneur adjoint. Il a chopé Philippe Albert. Il en a chopé plusieurs. Et un jour, tu étais un des seuls qui n'avait pas encore chopé. Il t'a chopé. Ça te dit rien? Non, sincèrement, c'est un vague souvenir. Maintenant, je commence à me souvenir, mais je sais pourquoi moi il m'a jamais chopé. Parce que moi j'ai été beaucoup plus rapide que tous mes équipiers, et c'est pour ça que lui il m'a jamais chopé. Mais non, c'est vrai, il y avait, oui, ça me revient tout doucement, mais bon, j'aurais pas su le dire moi-même. Hein. Et à l'époque, donc, il n'y avait pas de GSM, et donc il y avait un téléphone public, et le chien était au pied, et quand il y avait un joueur qui voulait téléphoner à sa femme ou à n'importe qui, il grognait, et le joueur ne savait pas téléphoner. Et toi, ce qui s'est passé, comme tu étais, on peut le dire, à bout en train, tu t'amusais avec, je ne sais plus qui, à Marcel, tu t'amusais en fait à te cacher derrière les portes, et quand il y avait un joueur qui arrivait, tu aboyais comme si tout à fait. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, on était plusieurs à se cacher comme ça, faire l'aboiement d'un chien pour faire peur aux autres, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est certainement dû à ce chien sympathique. Mais bon, voilà, comme je dis, moi il m'a pas mordu parce que j'étais rapide, et s'il m'avait mordu, il serait malheureusement mort. Donc, no comment. Eh ben voilà pour la première carte, merci. Je t'en prie, on va passer à la deuxième carte. Non, la deuxième, je vais continuer. Oui, parce que des fois tu joues à gauche et à droite. Oui, tout à fait. Go, Carolo. Le fameux disque, le fameux 45 tours de Didier Benny. Explique-nous un petit peu la genèse, l'histoire de ce disque. C'est simple. J'ai une fois donc un monsieur très sympathique qui m'a contacté et qui m'a dit tiens, j'ai envie de faire un disque sur le football. Et j'avoue sincèrement que au départ, j'ai cru que c'était une anecdote, une caméra cachée. J'ai dit mais non, mais moi je peux pas faire ça. Je chante comme une casserole. C'est pas mon métier, c'est même pas une passion finalement. Je dis c'est pas possible. Et bon, le monsieur Richard Ouéry, pour ne pas le citer, il m'a dit on peut se voir, on peut se rencontrer. On s'est rencontrés. Il m'a expliqué des choses. Et puis j'ai dit pourquoi pas finalement. Et je le regrette absolument pas. Voilà, c'était sur le Sporting de Charleroi. Donc là, j'ai accepté. Et puis je le regrette, mais vraiment pas du tout. Mais tu peux parce que
j'ai eu la chance d'aller dans des studios d'enregistrement à Bruxelles où les plus grands chanteurs ont enregistré leurs disques, et notamment, je pense que monsieur comme Johnny Hallyday a enregistré, je vais pas dire dans le même studio que moi j'ai enregistré dans le même studio que lui, et la façon qu'on fait un disque, c'est phénoménal. Donc c'est un très bon souvenir, et encore une fois, je regrette absolument pas d'avoir fait ce disque. J'ai une petite anecdote par rapport à ce disque. J'ai une amie qui nous suit sur RCC Fan, Dominique. Quand je lui ai dit que j'allais faire une interview avec toi, elle m'a dit il avait fait un disque, etc. Et elle a commencé à me chanter les paroles, et c'était oui, non, c'est sûr, parce que c'est des paroles entraînantes. Tout à fait. Est-ce que tu as eu, toi, tu as pu écrire le texte, ou le texte était fait? Non, le texte était fait. T'avais qu'à faire la mélodie, le chanter. Monsieur Richard Ouéry jouait de l'accordéon, donc il est venu, au départ, on l'a chanté. J'ai dû m'entraîner, chanter avec une cassette, et puis voilà, tout était fait. On est parti à Bruxelles et on a fait le disque. Et petite anecdote, je dis c'est phénoménal parce que moi j'ai fait des yeux grands comme ça. J'étais vraiment derrière une vitre avec un micro, les micros spéciaux là, et on me dit vas-y, tu vas chanter la chanson. Je chante la chanson, je sors, et il me dit ben on va écouter, voilà, on va écouter. Première prise. Et puis j'entends un bazar, mais vraiment monstrueux. Et moi je rigole, je dis mais c'est qui chante ça? Et il me regarde, il me dit non mais c'est toi. Je dis mais non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Mais c'était catastrophique, quoi. Hein. Et alors, on a dû refaire certains passages, on a repris, et puis il m'expliquait, ah ouais, mais non, là, il faut faire go, 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 Carolo. Ah, ok, hop, on le faisait, hop, on écoutait, on réessayait. Non, franchement, c'est... Une chouette expérience. Oui, une chouette expérience. Et il me semble que j'ai lu, je pense que j'en mettrai l'article, que tu devais faire un second 45 tours. Ça ne s'est jamais fait, ou c'est parti aux oubliettes? Non, ça je pense que c'est une anecdote ou une blague que tu avais peut-être fait. Une blague que j'ai peut-être dit, parce que ça, sincèrement, ça n'a jamais été dans l'air du temps. Mais je me souviens qu'une fois, à un moment, j'ai dû dire, je vais refaire un truc, mais plus disco, plus... c'est ça, voilà, c'est ça. Mais c'était plus une blague qu'autre chose. Et est-ce que tu penses qu'à certains moments de ta carrière, ce disque t'a desservi? Parce que je sais qu'il y a eu une histoire avec Colas où certains supporters qui te reprochaient de passer du temps plus en studio. Tout à fait, mais bien sûr, mais ça je dis, à partir du moment où on est un homme public, c'est comme ça, et ça s'est accentué avec les réseaux sociaux. On est jeté en pâture au public. Donc, quand ça fonctionne, vous pouvez faire n'importe quoi, les gens ils diront jamais rien, bien au contraire. Mais si je mettais pas un but, ou je faisais 2 matchs sans marquer, automatiquement, oui, les gens ils me disaient ouais, t'es plus fort pour faire un disque, ou t'es plus fort pour aller à la pêche que pour mettre des goals. Mais ça fait partie du jeu, et voilà, moi je l'ai toujours dit, et c'est pour ça que j'ai entretenu une très bonne relation avec les supporters. Moi je le dis, j'ai pas peur, j'ai pas fait tous les matchs que j'ai fait, c'était pas des bons matchs, mais encore une fois, j'ai mouillé mon maillot, j'ai essayé de donner le maximum. Mais quand on explique aux gens, parfois, et que ces personnes écoutent, mais ils peuvent comprendre. Moi, mais en aucun cas, ça n'a posé un problème d'enregistrer un disque sur ma carrière de joueur. Ça n'a rien à voir. Si malheureusement après, j'ai peut-être marqué moins de buts, mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que l'entraîneur m'a fait reculer, c'est parce que mon fils est né et que quand on a un enfant, on dort pas, donc on est plus fatigué. C'est parce que il y avait peut-être des petits soucis à la maison, il y avait peut-être des petits soucis. C'est parce que j'ai peut-être eu une rage dedans. C'est parce que
on a des pics de forme, et puis à un moment, le pic de forme, il diminue, et on doit travailler, et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas à cause d'un fait comme l'enregistrement d'un disque qui a fait que j'ai marqué moins de buts. Et puis voilà, en l'expliquant aux gens, ils le comprenaient. Et celui qui l'a pas compris, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, effectivement. Top 3, hein. Quand même le disque Go 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 Top Carolo, 3 des meilleurs ventes belges. Oui, bien sûr. Ouais, rendons à César ce qui est à César. Derrière le Sandra Kim, qui avait gagné l'Eurovision. Exactement. Avec et le Grand Jojo. Mais c'est vrai, Top 3 des meilleures ventes belges. Et je pense que quelques mois avant toi, Enzo Schifo avait aussi fait, avec gagné d'avance, un disque aussi. Et pour la petite anecdote, il avait enregistré le clip à la montagne en France quand ils ont été pour le stage d'altitude avant de partir au Mexique. Ils avaient fait les clips là-bas, c'était en France ou alors en Suisse. Voilà. Donc, tu n'étais pas le seul footballeur, il y en a d'autres, chanteur. Mais il y a Philippe Albert qui a aussi fait, il ne chantait pas, mais voilà, on l'embrasse encore. Carte suivante, Didier, la 3e, au choix. Celle-là. Allez. Tu peux la montrer à la caméra. La compagnie créole. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi ça? Moi, je sais, enfin, voilà, la compagnie, là, je suis ému. Ouais, je sais. Silvano. Eh oui. Mais c'est des souvenirs extraordinaires. En fait, on va mettre ça, donc on est au tour final de 1985. Monté en D1, et vous êtes tous la bande de potes à Blamont. Et quand je dis une bande de potes, c'est une bande de fous furieux. Juste ou pas? Ah ouais, non, mais c'est sûr. Je suis désolé, mais... Non, mais c'est la vérité vraie. Ah oui. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, depuis, je pense, le premier jour ou le deuxième. Donc, en fait, Blamont, c'est la mise au vert, c'est le bâtiment qui appartenait à la CGR, tout à fait. qui était mis à votre disposition, où l'équipe de Liverpool, quand ils sont venus au Sporting, qui ont été là-bas, ils ont dit c'est extraordinaire. Il y avait des parcs, il y avait un étang où tu allais avec les copains. Oui, une ancienne carrière. Il y avait, c'était super, mais il n'y avait pas de terrain de foot. Il y avait des mais il n'y avait pas de but. C'était une pelouse, pas de but, et on a préparé le tour final là. Mais il faut savoir aussi que Silvano, c'était mon frère. On partait, je vais dire en stage, où on dormait dans la même chambre. Et sur le terrain, c'était mon binôme. Silvano, il jouait sur un flanc, les yeux fermés. Cette année-là, en D2, je termine meilleur buteur de la D2, révélation de l'année. Et c'est en grande partie grâce à Silvano, parce que on se trouvait les yeux fermés, c'est pas compliqué. Moi, je le voyais qu'il avait le ballon, je savais où je devais aller. Le ballon, il arrivait, je la mettais au fond, et puis voilà, basta. Je dis, c'était plus qu'un équipier, c'était un frère, c'était... voilà, c'est extraordinaire avec lui. Et alors, il faut savoir aussi que on monte en D1 via le tour final. Silvano met des buts, moi j'en mets plein. Et il part à Malines, mais je dois partir avec lui à Malines. Exactement. Et je dois partir. T'as dit un oui, deux exactement. non. Exact. Et il part pour un paquet de pognon, je pense qu'à l'époque il part pour 3 millions. Oui, c'était une somme. C'était une somme importante. Phénoménale. D'ailleurs, il a marqué avec Malines contre le Sporting. Ouais. Donc, que ce soit au match à Malines, il a marqué
je crois qu'on est battu 5-0, 5-1. Ouais, et je pense qu'il met le deuxième ou le troisième. C'est soit. Ça. Mais effectivement, là, tu as eu un déchirement aussi, le fait qu'on vous sépare. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, c'était... je dis, on était inséparables. Hein, on était tout le temps à deux dans le vestiaire, sur le terrain, dans le bus. Au vert, on était, voilà, on dormait dans la même chambre. Et alors, ben voilà, la compagnie créole. On avait à ce moment-là un poste avec les cassettes. Ouais. Mais il était fan de la compagnie. Sérieux? Donc c'est lui qui était venu avec ça. Non, il était fan, il avait. Et alors, dans la chambre, les autres arrivaient dans notre chambre et on mettait la compagnie créole et on dansait, on chantait. Voilà, c'était comme ça. Silvano était un fan de la compagnie créole. Donc, moi, je connaissais toutes les chansons de la compagnie créole grâce à Silvano. Et petite anecdote, on est à Blamont, on prépare le tour final et il y avait une carrière et on chope des grenouilles et on les met dans le lit de Silvano. Des grenouilles vivantes, malheureusement vivantes. Ouais. Et on les met dans le lit. C'est qui tu te souviens encore de tes potes? Tous. Il y avait Lucalo, il y avait... tous, on était là. Vous étiez tous de connivence pour faire la blague à Silvano. Sylvanie, Jean-Pierre Douane, Jean-Pierre Douane, c'était pas le dernier non plus. Hein. On y était tous, et puis Silvano rentre dans la chambre, et nous on l'allume un peu, c'est bon pour le camarade, on est parti. Hop, bien entendu, allez, il met sa cassette, il met le poste à fond, et allez, nous on commence à danser, et bien entendu, il monte sur le lit et il commence à danser sur le lit. Et il n'a écrasé personne. Vous les avez sauvés à temps. Franchement, elles étaient vivantes, mais on a eu peur parce que on a retiré les draps. Et là, on a été les remettre dans leur habitat naturel, quoi. Mais je pense que c'est vraiment à Blamont que vous avez remporté le tour final. C'est là. Il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. Les mises au vert qui ont fait il y a eu cet esprit d'équipe. On a vécu 3 semaines puisqu'il y avait 6 matchs. Donc, on a vécu 3 semaines puisqu'on jouait un match tous les 3 jours. On jouait le jeudi et le dimanche à ce moment-là. C'est ça. Donc, on venait jouer le match à Charleroi. Ou en déplacement, et puis bon, on repartait là-bas, mais ça nous a soudés, c'est sûr et certain, c'est là qu'on gagne le match. C'est là qu'on gagne le match, et justement, est-ce qu'il y a un match de ce tour final que tu sors du lot? Beaucoup disent c'est le dernier match ou le match à Saint-Tron, mais moi personnellement, je pense que c'est le match au Racing de Malines, où vous êtes mené 2-0. Non. Qui a fait que, parce que on gagne 2-3 à la fin. Non. C'est pas ce match-là qui a fait le déclic ou que vous avez dit, putain, les gars, on va le faire? Non, c'est le premier match. Ah oui, Winterslack battu? Ah ouais. C'est le premier match. Le premier match, à Winterslack, on est battu 1-0, si mes souvenirs sont bons. Avec Matthijssen qui était... Et Jackie Matthijssen qui blesse Jean-Pierre Dante. En sortant, il blesse Jean-Pierre Dante. On est battu 1-0 à Winterslack. Et là, on rentre et on dit, là on n'a plus le choix. Il reste 5 matchs, on doit gagner les 5 matchs. Les 5 finales. Là on se dit, on n'a plus le choix. C'est fini parce qu'en étant battu le premier match, si on en perd un autre, c'est fini. On n'a plus aucune chance de gagner ce tour final. Et là, le match d'après, on a le couteau entre les dents. On sait que si on ne le gagne pas, c'est fini. Même match nul. Donc, on n'a pas 36 solutions. On dit non, c'est fini. Surtout que... Et je pense qu'on joue Saint-Tron. Non, c'est pas Saint-Tron. Sinon, c'est Winterslack. C'est le retour déjà de Winterslack. On joue Winterslack. Puisque toi, tu es exclu contre Velkener. Oui, après. Après. Donc, mais je mets un but, Kalo Taibi qui fait accrocher, me la met, je mets un but et on gagne 1-0 si mes souvenirs sont bons.
Et là, je dis, après le premier match à Winterslag, on sait qu'on n'a plus le choix. On doit gagner les 5 autres. Et pour moi, c'est ce match-là. Maintenant, c'est clair qu'après, à Malines, on est mené 2-0, on gagne 2-3. Le Racing malinois marque le premier par Van Nuffelen. Mais on a la rage, on est mené un peu contre le cours du jeu, ça tourne pas trop bien. Et après, oui, ce match-là est important. Mais quand on regarde tous les autres matchs, on gagne 1-0 contre Winterslag, on gagne 2-3 à Malines, on gagne 1-0 chez nous contre Saint-Tron, on gagne 0-1 à Saint-Tron, avec ta volée. Ouais. Et puis 1-0 contre le Racing de Silvano. Le but de Silvano aussi. Donc, tous les matchs, ça a été des finales où on a été le couteau sur la gorge. Et le couteau entre les dents. Mais justement, tu parles de couteau entre les dents. Vous jouiez vraiment à tous, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On parlait du Racing Malines. La moitié du stade était zébré à Saint-Tron. On l'a gagné à Blanmont, mais on l'a gagné grâce aux supporters. Ça, moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, on a gagné le tour final, mais même après, les gens, ils se rendent pas compte. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu un respect et que même s'ils me critiquaient, c'était pas un problème. Mais les gens, ils se rendent pas compte ce que ça nous apporte. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je suis persuadé que si j'avais pas eu la chance de jouer à Charleroi, si j'avais joué au Cerf de Bruges, je suis persuadé que j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Jamais. Moi, je dis, voilà, c'est extraordinaire. C'est quand on monte sur le terrain, quand je montais sur le terrain, j'entendais les gens, je les voyais. Non, c'est sûr. Ah ouais, non, c'est la chose. Et c'est pour ça que je dis, quand je suis retourné au Sporting de Charleroi dans la T4, que j'ai pris un coup dans les dents, les frissons, les larmes aux yeux, parce que ça m'a rappelé ce que j'ai vécu, ce que je ressentais sur le terrain. Et ça, c'est indiscutable que ça a un apport, mais on ne peut pas l'estimer, inestimable. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait le Foot Magazine et Sport 90, et il y avait une rubrique où on interviewait un joueur, on lui demandait, tiens, c'est quoi ta plus belle pelouse où tu as joué, c'était souvent Malines, et on mettait le stade où il y a la plus grosse ambiance. Et 9 fois sur 10, c'était à Charleroi. À l'époque, on avait la 3e plus grosse assistance de Belgique. Mais quand je le dis, moi j'ai joué à Charleroi. Entre 15 et 25 000 à chaque match. Voilà. Entre les gros matchs, il y avait plus de 20 000 personnes. Dans le petit stade, il y avait plus de 20 000 personnes. Et quand on jouait le Cerf de Bruges, il y avait 10 000 personnes. Et ça. Et l'ambiance de malade, c'était incroyable. On disait toujours le calcio Carolo. C'était vraiment ça. Et on en a parlé. C'est pour ça aussi qu'un gars comme Berto Bosch avait voulu venir jouer au Sporting. Tout à fait. C'était à un autre moment, on en parlera peut-être. Abbas Bayat, quand il est arrivé au Sporting avec Enzo, c'est aussi parce qu'il y avait cette ambiance. Il s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose ici. On joue pas avec tout le respect que j'ai pour le cercle ou Asserin ou machin ainsi. C'est Charleroi. Enfin, voilà, avec la compagnie créole. Ça m'a touché énormément. Allez, une autre carte. Il nous en reste 2 avec des chouettes anecdotes. Il y a du choix, hein. Encore 2, c'est ça, mais. Moi, j'en aurai encore une après. Pas de souci. J'espère que je ne te ferai plus pleurer. Je vais prendre un défenseur. Oh! Justement, montre à la caméra Abbas Bayat. Abbas Bayat. Quand je cite son nom, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les hommes, quelle est la première chose qui te vient à l'idée? Des bonnes choses, des moins bonnes choses? Moi, j'ai des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais je dis respect, Monsieur Bayat. On est tout à fait d'accord. Respect, Monsieur Bayat. C'est un monsieur, c'est un homme d'affaires qui est venu à Charleroi,
qui a fait beaucoup de bien, contrairement à ce que certains pensent. Parce que s'il n'était pas venu, je crois que Charleroi, on n'en parlerait plus. Même s'il y avait un projet avec des entrepreneurs, Carolo, qui pouvaient reprendre le club, lui est arrivé avec Enzo, et puis ça s'est mal passé avec Enzo, il a repris les parts. Mais vas-y, je te laisse. Mais voilà, le seul problème de Monsieur Abbas Baya, c'est que c'est un excellent homme d'affaires. D'ailleurs, il a fait peur à Coca-Cola, avec Chaudfontaine, avec Chaudfontaine, en créant un Coca, puisqu'on a eu la chance d'aller visiter les usines. C'était un excellent homme d'affaires, mais il connaissait rien en football. Il a voulu me faire croire qu'un ballon était carré. Oui, c'est ça. Lui, il était fan de Manchester United. Exactement. Et il a voulu commencer à mettre le club en bourse, etc. Et je pense que c'est un gars qui avait de grandes ambitions pour le Sporting, mais il ne s'est pas rendu compte dans quoi il mettait les pieds. Mais je pense que ça, c'était pas un problème de mettre Charleroi en bourse ou de faire ci ou de faire ça. Mais ce qu'il ne parvenait pas à comprendre, c'est que dans les affaires, voilà, je veux concurrencer Coca-Cola, je crée un Coca, je fais une publicité de marketing, j'achète des machines, je mets tous les produits dedans et ça fonctionne. Avec un joueur de football, c'est pas comme ça. Parce que il y a du vent, il y a du soleil, parce que le joueur il progresse pas comme on le souhaiterait, parce que le joueur, on pensait que sa marge de progression c'était 10 fois plus à ce qu'il est, et malheureusement ce n'est que 2 fois plus. Parce qu'il arrive à Charleroi, il se plaît pas, parce que il a des problèmes dans la famille, parce que voilà. Et ça, c'était son problème. On ne peut pas gérer une entreprise de la même façon qu'un club de football, parce que ce sont des êtres humains. Et c'était ça son problème. Mais pour le reste, il avait des bonnes idées. Ça, c'est sûr et certain. Il avait des très bonnes idées, et après, je pense qu'il est devenu un petit peu parano. Il y a des choses qui sont passées dont ni toi ni moi, ni beaucoup de supporters ne savent, et ça restera toujours un mystère, et il vaut mieux. Mais je pense qu'à un moment, il a trop voulu faire des bonnes choses. Si je prends un autre exemple, tu étais entraîneur adjoint. Juste. Où tu t'occupais de la réserve, il a voulu t'imposer des Coréens ou je ne sais pas tout quoi. Oui, tout à fait. Donc, non, mais ça, c'est parce que... C'est le côté un petit peu obscur qui descendait dans le vestiaire, qui disait à Mathéisen, tu dois faire ça, tu dois faire jouer un tel. Ça ne va pas non plus. Tout à fait. Mais ça, c'est parce que, tout simplement, il n'a jamais su faire la comparaison d'une gestion d'une entreprise et d'une gestion d'humain qui joue au foot. Une machine, elle tombe en panne ou parce que le bras est un peu trop à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? On rectifie, on met le bras et puis ça fonctionne. Un être humain, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand il m'a les Coréens, c'était pas un problème que de faire jouer des Coréens. C'était pas un problème du tout. Au contraire, ça pouvait peut-être apporter un plus. Mais à partir du moment où on lance ces garçons-là qui parlent pas un mot de français dans une équipe avec des gens qui ne connaissent pas, dans un pays qui ne connaissent pas, un stade qui ne connaissent pas, ça veut dire que on n'a aucune chance. Et quand je lui ai expliqué ça, il comprenait pas, il disait mais non, mais si on dit de faire ça, il pensait que ça allait se faire comme ça. Quand les Coréens, moi je les ai fait jouer, après 10 minutes, je les ai enlevés. Et j'ai dit au président, vous avez vu? Et là il m'a regardé, il m'a dit, ouais. Mais respect, parce que on l'a vu dans l'interview, on l'entend maintenant, tu es quelqu'un de franc et honnête. Ah, mais ça, moi j'ai toujours dit. Tu as peut-être été un des seuls, justement, à aller pas affronter Abbas Bayat, mais à lui dire que Monsieur Bayat, ça ne va pas. Non, je l'ai affronté. Parce que beaucoup disaient, oui. J'ai mis les Coréens. Je crois déjà, j'ai pas mis les 3. Je crois que j'en ai mis qu'un. Parce que les autres, je crois qu'ils n'avaient même pas les papiers, donc on pouvait pas. Et puis il y avait une réglementation. Enfin bref. Mais
j'ai affronté, je me souviens, un match à Épigny, j'entraînais les espoirs, et il me dit, ouais, il faut enlever celui-là, il faut enlever celui-là. Et il vient au bord, donc derrière la barrière, et juste à côté du banc, il me dit, il faut enlever lui, il faut enlever lui. Et moi, je l'ai regardé, je suis sorti de la zone neutre, et j'ai dit, ben, allez-y. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais il faut l'enlever. J'ai dit non, moi je vais remonter là, et lui je ne l'enlève pas. Je dis c'est le seul que je vais pas enlever, et j'ai pas enlevé. Juste pour aller au clash, mais pour vous montrer qu'il n'avait pas toujours raison. Parce qu'il fallait pas l'enlever. J'avais mes raisons, et ça c'était des raisons, c'était pas compliqué, le garçon il faisait pas un bon match, mais si on l'enlève à ce moment-là, on le tue. Et moi, j'étais persuadé qu'il allait rebondir. Ah oui. Donc, je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, voilà, non, ça va pas. Je suis pas content quand ça. Il est remonté. Il a écouté. Il marque. On gagne le match grâce à lui. Ben voilà. Mais j'ai eu un peu de chance. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, et après le match, je lui ai dit, vous avez vu, président. Et je lui ai expliqué. Je dis, si je l'enlève, on le tue. Donc vous perdez de l'argent. Parce que... Il perd un joueur. Et là, il comprenait. Il y a certaines choses qu'il comprenait. Mais il fallait lui prouver. Parce que lui, dans sa tête, au départ, soit il fallait l'enlever, je l'ai vu avec les pros. Il mettait le ballon à la limite du grand rectangle à Marcinelle. Moi, j'étais directeur technique de l'école des jeunes. Donc, je regardais les jeunes. Et il était en chaussures de ville, en costume. Et il montrait au gars, je sais plus c'était qui à ce moment-là, qui shotait les coups francs pour Charleroi. Il montrait avec les chaussures, je vais te montrer, mais véridique. Et donc il montait sur le terrain pour montrer comment il s'entraînait. Les pros ils s'entraînaient, c'était un samedi et ils jouaient le dimanche. Il s'entraînait, il a mis le ballon, il a frappé, il a failli se casser la figure. Et le ballon il est même pas arrivé au but. Donc voilà, mais il était comme ça. Et là, après, on pouvait lui dire, vous avez vu, président, que c'est pas comme vous, mais voilà, au départ, c'était ça son problème. Allez, merci pour ça. Dernière carte. Dernière pour moi. Pour toi. Mais je vais prendre... Est-ce que tu peux montrer à la caméra? Ouais, celle-là, je peux la montrer. Et ne pleure pas, hein? Ah non, je pleure pas. Celle-là, en fait, je pleure pas. C'est quoi? Bah, ça, c'est facile, c'est... Un abribus? Oui, mais l'histoire de l'abribus, c'est 4 buts contre l'Antwerp. C'est pas Rudy Smith à l'arrière? Qui a été repris en équipe nationale, alors que moi, j'étais pas repris. 4 buts contre l'Antwerp en 45 minutes à peu près, puisqu'on est mené 1-0. Et puis, je mets 4 buts. Et là, j'ai monsieur Jean-Claude Van Coenberg, qui est bourgmestre de la ville de Charleroi, à ce moment-là, qui me téléphone et qui me dit comme chaque année, je remets mes vœux, et pour remettre mes vœux, je voudrais utiliser cette photo-là en remettant les vœux à tous les gens de Charleroi. Et ma photo s'est retrouvée dans tous les abribus et les panneaux aussi en ville où on met le plan d'un côté. C'est ça. Et une publicité s'est retrouvée, ma photo s'est retrouvée partout dans Charleroi. Un poster plus que grandeur nature. Plus que grandeur nature, parce que là, il est plus grand que moi, en réalité. Tout à fait. Exactement. Et poster qui, pour une petite anecdote, s'est retrouvé dans ma chambre. Donc, je remercie mon frère P à son âme aussi. Il n'avait pas cassé l'abribus. Il y avait un système pour les ouvrir. Il avait pris l'affiche. Donc, il y avait peut-être des affiches qui manquaient. Je pense qu'il en manquait beaucoup. C'est une anecdote. J'ai eu la chance de revoir... j'ai oublié son nom. Ça va certainement... Un supporter? Non. Celui qui s'est occupé après le coup de fil de Jean-Claude Van Coenberg. J'ai eu l'occasion de le revoir et il m'a dit textuellement,
c'est la plus grosse bêtise qu'on a jamais fait. Et moi, sur le coup, j'ai dit, et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, parce que on n'a pas le temps de mettre les affiches, que certains cassaient les vitres, ou cassaient le système pour ouvrir les affiches. Il me dit, tu peux pas imaginer le nombre d'affiches qu'on a dû remettre. Ça nous a coûté un os. Exactement. Ouais. Mais match contre où j'ai des anecdotes. Il y a tout qui t'a réussi. Et il y a eu la fin qui n'était peut-être pas spécialement bonne, mais qui t'a servi. Tout à fait. Est-ce que tu peux l'expliquer justement, cette fin de match? Voilà, ça c'est aussi une anecdote de ce match-là. Donc, comme je dis, 4 buts, parce que je crois qu'après 25 minutes, on est mené 0-1. Et puis, à la 67e minute, on mène 4-1. Et André Colas fait un changement. Et moi, je jouais côté droit, donc je suis du côté à ce moment-là, que les supporters... Non, les supporters, c'était dans la tribune latérale. Oui, mais je dis, c'était du côté du... Oui, voilà. Toi, tu étais du côté du... Je suis là, et un changement, et puis voilà. Attention. Moi, je fais certainement pas attention, je regarde les supporters qui sont en train de chanter. Toi, c'est ton petit 20 000 personnes qui chantent Didier Benny. Et puis, voilà, je me retourne, et je vois un panneau, je fais pas attention. Et puis, je vois numéro 13. Et là, je regarde, je me dis... Il se trompe, c'est pas possible. Je dis, il y a une erreur. Ouais. Et on m'appelle. Et moi, je dis non. Mais c'est pas moi. Je dis non, moi, je sors pas. Je viens de mettre 4 buts, je sors pas. Et là, je vois tout le monde qui me dit, tu sors. Et l'arbitre qui m'appelle, qui me dit, tu sors. Et là, moi, totalement... le monde s'écroule. Je me dis, mais c'est pas possible. Il est fou, l'entraîneur. Donc, je sors. Je pense que je suis même pas repassé par le milieu pour serrer la main à mon équipier. Et ça, je le regrette. Mais je sors et directement... C'était à côté de la cahute du banc. Il faut dire qu'à ce moment-là, donc pour la petite anecdote, pour les plus jeunes, les vestiaires n'étaient pas au centre du terrain, donc c'est pour ça que tu n'as pas su taper dans la main, mais il y avait les tunnels où, donc à chaque opposé du stade, à côté de chaque banc, il y avait le tunnel, pour rentrer dans les vestiaires. Le tunnel Richemont, orange, pour aller dans les vestiaires. Et toi, directement, là, je rentre, je vais au vestiaire. André Colas, qui est près de moi, je lui serre pas la main, et en passant, je crois que je l'ai traité de con. Enfin, je dis, tu vois pas clair, et je rentre dans le vestiaire. Et là, André qui pète un plomb, qui vient et qui m'insulte. Il m'insulte, t'es vraiment qu'un connard. Moi, encore plus furieux à ce moment-là. Ça commence à parce que il me sort, je mets 4 goals. Et je me dis, mais il me traite de connard. Donc je me retourne, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais tu te rends pas compte, tu te rends compte de ce que tu fais? Je mets 4 goals et tu me sors. Et là, il me redit, parce qu'il me l'a dit plusieurs fois, mais t'es vraiment qu'un connard. Et là, je dis, non, moi je rentre, et je rentre dans le vestiaire, fini, terminé. Et puis, j'entends que c'est la fin du match. Et là, il revient. Il vient dans le vestiaire. Parce que, Didier Benny, 20 000 personnes. Et il vient, et il me dit, à nouveau, t'es vraiment qu'un connard. Et là, moi, je pète un plomb. Et il me dit comme ça, il me dit, ok, t'es furieux contre moi, mais eux, les 20 000 personnes, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et là, boum, je me dis, c'est vrai. Moi, dans ma tête, je me dis, André, t'es un connard, mais j'ose pas le dire. Tu l'avais assez dit avant. Oui, et je dis, c'est vrai, eux, ils n'ont rien à voir dans l'histoire, ils chantent mon nom, donc
par respect vis-à-vis d'eux, je ressors, et là, standing ovation, ça a duré 5 minutes, 10 minutes, je sais pas, Didier Bonny, Didier à Mexico, enfin bref, voilà, tout des chants, et puis je rentre à nouveau, fâché, furieux. T'as toujours pas compris pourquoi? Non, j'ai toujours pas compris. Et puis, au bout d'un moment... le jour même, toujours dans le vestiaire ou à l'entraînement ou... Je crois que c'est le jour même. Et là, il revient et il me dit, mais t'es vraiment un connard parce que t'as rien compris. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je mets 4 goals, je peux peut-être en mettre un 5e, un 6e. Et là, il me dit, t'as rien compris. Hein. Et je dis, non, je comprends pas. Désolé, mais je comprends pas. Et il me dit, t'as mis 4 goals? Ben ouais, je dis, ouais, j'ai mis 4 goals. Ah, et t'as pas vu les adversaires? Et là, je dis, quoi les adversaires? Il me dit, parce qu'il y a Rudy Smith qui a joué contre moi. L'entraîneur l'a sorti. Il en a mis un autre. Je me demande s'il n'y avait pas Pascal Plovy à un moment. Et puis, il en a mis un autre. Il dit, t'as pas vu? Il cherche qu'une chose, ça a te cassé la jambe. Tu te rends compte, t'as mis 4 goals à toi tout seul contre eux. Et eux, ils voulaient plus qu'une chose, c'est de casser la jambe. Et toi, t'as la jambe cassée, tu fais quoi? Et là, j'ai réfléchi, je suis retombé et j'ai dit, ben oui, il a raison. Donc voilà, ce sont des choses, ouais, quand on est joueur, on pète un plomb. Mais après... T'as 25 ans, donc tu es encore jeune à ce moment-là. C'est ma première année. Ouais, c'est ça. Donc, et il m'a dit, il te casse la jambe, une mauvaise fracture. Tu fais quoi, ta carrière? Ah, tu joues les 20 dernières minutes, t'as peut-être mis encore un 5e but, et après tu peux plus jouer. Et là, ben oui, on réfléchit, parce que oui, quand on a 25 ans, on est un jeune con, hein, c'est comme ça. Mais bon, voilà, donc finalement, à la place de penser que c'était un connard, j'aurais dû le remercier. Et mais bon, voilà, c'est l'euphorie des 4 buts. Et donc cette affiche, cette merveilleuse affiche. Ah ben bien sûr. Dans tous les abribus de Charleroi. Avec Jean-Claude Van Coenberg, qui était un grand fan du Sporting. Ah oui, donc, c'est sûr. Donc c'était son petit plaisir aussi. Ouais. Didier, à moi maintenant, avec mon KT+, à prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Ah, les bulletins. Les bulletins qu'on adresse le lundi dans la Gazette. Les bulletins de notes pour voir si vous avez fait des bonnes prestations ou pas. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, enfin, nous, on avait un regard un peu distant, mais on allait les voir. C'est la première chose que tu faisais. Parce que les gens disent ouais, je m'en fous s'il met ça ou ça. Et... On allait tous voir, mais c'était pas objectif tout le temps, parce que voilà, je peux l'expliquer. Moi, avec mon étiquette de buteur, à un moment, on m'a fait jouer plus en retrait, donc j'avais moins de possibilités de mettre 20 buts. Mais je couvrais un travail énorme. Je travaillais comme un chien. Et il y a certains matchs, on me voit, je suis pratiquement dans le petit rectangle, parce que corner contre nous, en train de défendre, et puis je pars, je fais 100 mètres, et je me retrouve dans le rectangle adverse, puis on perd la balle, je reviens, donc je travaillais comme un chien, je récupérais des ballons. Donc, par rapport à ce que l'entraîneur me demandait, moi j'estimais que j'avais fait un bon match, mais j'avais malheureusement pas marqué. Et là, sur le bulletin, on voyait 5,5, ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Et là, ouais, c'est frustrant, parce que moi je me disais, mais purée, j'ai travaillé comme un chien, j'ai récupéré des ballons, j'ai empêché que les autres marquent à certains moments. Ouais, t'as défendu. J'ai défendu, et puis voilà, c'est pas reconnu. Mais l'inverse était vrai aussi parfois. Je me suis retrouvé parfois
à faire des matchs. Mais honnêtement, moi, des matchs de merde. Et quand tu mettais une bonne cote. Et j'avais mis un but, on avait gagné le match 1-0 ou 0-1. Et j'avais 7,5 buteur, et ci et ça. Et moi, je savais pertinemment bien que j'avais pas fait un bon match. Oui, j'avais eu un ballon, et je l'ai mis au fond, et puis basta. Mais quelque part, c'était logique pour moi, si j'ai un ballon, de la mettre au fond. Donc, ce qui était vrai dans un sens, était vrai dans l'autre sens aussi. Donc, mais tous ont regardé, ça c'est sûr et certain. Mais les cotes, quand même, apprendre avec des pincettes. Oui, parce que comme tu viens de dire, voilà. Maintenant, est-ce que tu te souviens de ta meilleure cote? Non, pas du tout, parce que... Est-ce que tu as eu une fois 10 sur 10? Je sais pas. Ouais, je ne peux pas dire. De ce que j'ai vu, tu as eu 2 fois 9 sur 10. C'était après le match contre Lokeren, quand tu mets ta bicyclette. Ouais. Et après le match contre l'Antwerp. Ah ben voilà, je sais même pas. Parce que voilà, on regardait, mais encore une fois, après, moi je faisais abstraction de ça, parce que je me disais, bon ben voilà, il a jugé l'étiquette de buteur, donc ok, j'étais pas... ça ne me déstabilisait pas si j'avais pas eu une bonne note, alors que je pensais avoir fait un travail énorme, quoi. Hein. Ben non, mais chapeau. Donc, et autre anecdote, tantôt on parlait du match du Standard battu 8-0. Oui. Moi je me souviens d'un match au Standard, on gagne 0-2, Berto Bosch qui met un ou deux buts, et tu rentres, il reste un quart d'heure. Ouais. Parce que tu revenais de blessure. Il faut dire que des blessures, t'en as chopé une chier. Bah oui, j'étais un joueur visé. Hein, je pense qu'il n'y a pas un seul endroit de ton corps. T'es pété les deux mains. T'as même failli mourir, je pense, à Arlon, à un match amical. À Arlon, t'as failli y passer. Et donc, après le match contre le Standard, t'as fait une rentrée en un quart d'heure extraordinaire. On mettra la vidéo, t'arrives dans le rectangle, on te fauche, il siffle pas de pénalty parce que c'est déjà 0-2, il a peur qu'il y ait la révolution. Et normalement, un joueur qui joue que 15 minutes ou 20 minutes, on ne le voit pas. On met NC, oui, non côté juste. Et toi, t'as eu 8 sur 10 voilà, pour le quart d'heure que tu as joué au Standard. Ça, c'est quand même fou, quoi. Donc, si je me souviens bien, ce match-là, c'était Gilbert Baudard dans le but. Oui, il y a beaucoup de chance. Ouais. Et je me demande si c'est pas l'année où vous avez battu 2 fois le Standard, donc une fois à domicile tu mets un goal et Moury marque un goal aussi. Ouais. Ah ben ça je me souvenais plus. Hein, les deux Borin. Le match contre le Standard, je me souvenais pas que j'avais marqué. Tellement marqué le goal. Ouais, mais non, mais voilà, il y a des choses comme ça. Par contre, oui, il y en a d'autres. Oui, je m'en souviendrai jusqu'au mon lit de mort, ça c'est sûr. Impeccable. Didier, merci beaucoup. Merci pour cette chouette anecdote, cette chouette interview. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter peut-être aux supporters. Oui, à tout le monde, à tous ceux qui vont regarder ça. Moi j'ai été enchanté, honoré et super content de pouvoir faire cette interview et reparler de mes merveilleux moments que j'ai passés au Sporting de Charleroi et me remémorer tous les bons souvenirs avec les supporters parce que ça a été les meilleurs moments de ma vie sportive. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Les gars, allez les zèbres et surtout... Sportez-vous bien.